Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Journée vintage aujourd'hui puisque j'ai ici avec moi une head Radical MP, une head UTech Radical MP modèle 2012. Bon, jusqu'à là probablement rien d'intéressant sauf que cette raquette elle est complètement neuve. Elle s'est gardée depuis, elle n'a pas joué depuis 2012. Elle a joué au fait tout petit peu pour des sorties de week-end avec les enfants, mais avec les balles en mousse. Sinon, les raquettes, elles sont complètement neuves. Il y a deux, comme vous pouvez voir. Sur celle-ci, il y a encore le cordage d'origine. Elles seront recordées et elles seront mises en vente. Donc, c'est le modèle à 295 grammes, c'est Andy Murray si je me trompe pas. Et 295 grammes et on est aujourd'hui sur un plan de cordage de 18-20. On va accorder ces bottées et ensuite elles vont finir en vente. Quelqu'un qui, ou peut-être que même moi je vais les acheter tellement qu'elles sont belles. Tamis de 98. Belle surprise pour aujourd'hui. Je verrai, on va voir comment encore dans 18-20, vous allez voir que c'est pas si différent par rapport à en 16-19. Et si vous voulez les acheter, vous pouvez laisser vos messages dans la rubrique des commentaires, vous pouvez laisser vos demandes. Et qui sait, peut-être vous allez, si vous aimez ce type de raquette vintage déjà, peut-être vous allez être des fiers possesseurs de ce modèle. Je vais changer un tout petit peu l'angle de la caméra et je vais vous reprendre tout de suite. Alors, puisque je suis sur un plan de cordage de 18-20, je vais partir sur un cordage rond aujourd'hui et pas sur un cordage structuré puisque le plan de cordage de 18-20 en étant plus épais, qui nous donne une densité un peu plus importante au niveau des cordes. Je vais pas utiliser, si vous voulez, je vais pas utiliser un cordage structuré puisque ce plan de cordage il n'est pas tout à fait compatible avec les effets dont le spin et ça sert à rien de rajouter des cordages structurés. Et tension assez basse de 20 kg à cause du même plan de cordage qui se comportera un peu, comment vous dire, il sera un peu plus rigide. Il aura tendance à être un peu plus rigide qu'un plan de cordage ouvert de 16-19 pardon. Puisqu'on est sur une head, on va faire un tout petit peu autrement. Ça veut dire qu'au lieu de faire ce que je fais d'habitude, ça veut dire 3 d'un côté, 4 de l'autre côté, et ensuite 2 et 2, je vais les faire aujourd'hui par 3. Donc, j'ai ici 3. Ensuite, je vais faire ici 3 plus 3, donc 6. Et ensuite, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du cordage. Donc, head, marque autrichienne. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis un peu nostalgique, si vous voulez. Et dès que je commence, dès que je me suis mis sur cette raquette, j'ai tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite commencé à penser à une marque qui malheureusement aujourd'hui n'est plus parmi nous et il s'agit bien de la marque Fischer. Je ne sais pas si quelqu'un de vous se rappelle de ces raquettes, mais moi j'étais encore trop jeune pour avoir accès à l'époque à cette raquette. Et bien Fischer, malheureusement, ils ne sont plus aujourd'hui. Je pense que sûrement ils y sont fait acheter par la marque Pacific qui en 2014, il me semble qu'ils ont fait faillite eux aussi. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus des Fischer, on n'a plus
des Lacoste, sauf les éditions limitées que vous avez vues ou qu'on peut voir encore sur des sites comme Tennis Pro par exemple, qui ont fait un petit partenariat avec Technifibre. On dirait que elle me manque ces marques, mais bon, c'est comme ça. Donc, là, on va s'y mettre sur cette raquette-là. Je me rappelais à l'époque Fischer, Rossignol, pour moi une raquette qui devrait être qui devrait pas être absente du monde de tennis, c'est Donnay. Mais Donnay, si vous voulez, ils y sont pas disparus. J'ai pu lire un peu leur histoire et j'ai vu que la dernière fois, ils produisaient des raquettes au Portugal pour des séries assez limitées. Et l'usine, elle avait, il me semble, 35 employés ou 32 par là. Eh bien, cette marque Donnay, elle aussi, elle n'a pas disparu complètement, puisqu'aujourd'hui, même ce matin, j'ai fait une petite recherche sur Google, et cette marque, elle a commencé à produire des raquettes de paddle. Je ne sais pas pourquoi. Ils y sont pas remis à faire des raquettes de tennis. C'est vraiment dommage vu l'histoire qu'ils ont derrière eux aussi. Mais bon, on est encore heureux qu'on on peut parler de cette marque. Et finalement, comme je vous ai dit, ces raquettes, elles seront mises en vente et je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance à les acheter moi-même tellement qu'elles sont jolies. Elles sont vraiment neuves. Hop. Là, une autre corde. On va s'arrêter ici et puis on va partir de l'autre côté. Hedizom en particulier, cette façon de corder de 3x3, qui finalement n'est pas si mal que ça. C'est plutôt intéressant. Après, rien ne nous empêche de faire comme on veut et de partir sur 3 et 4 et puis 2 par 2 jusqu'à quand on arrive à la fin. Alors, là, pour avoir un meilleur équilibre par rapport à la déformation du cadre, je vais carrément partir sur les dernières une par une. Et là, je rajoute ma surtension, toujours de 20%. Donc là, hop, je me mets sur 24. Il y a quelque chose par rapport à mon moteur que je n'aime pas. Et c'est l'absence des deux fonctions sur ce moteur. Donc, l'absence du... alors, Hedi marque très bien Main Tie Off. Donc, le nœud pour mon montant qui se fera ici. Donc, je vous disais que la machine, elle ne marque pas. J'ai pas un bouton dédié pour les surtensions. Il faut que je les rajoute manuellement. C'est dommage. Et ensuite, j'ai pas un compteur des raquettes qui pourra me permettre de savoir combien de raquettes j'ai cordées. C'est pas que ça m'intéresse forcément, mais c'est tout simplement question de maintenance du moteur, du gripper, qu'il faut le nettoyer souvent. Il faut rajouter de l'huile. J'ai envoyé un mail à monsieur Dan Martinez c'est le si vous voulez, c'est le propriétaire, c'est le producteur pardon de ces moteurs Wise 2086. Très très bon moteur d'ailleurs, ils sont depuis plus de 20 ans sur le marché. De l'autre côté, ils ont un avantage. Et c'est que l'entretien ou le petit bricolage au niveau de moteur, il se fait assez facilement.
On n'a pas besoin de faire appel aux techniciens comme ça peut nous arriver sur les machines, allez, on va dire de prestige, genre Babolat, Technifibre, Yonex et ou tout ce qu'on a, Wilson. D'ailleurs, mon rêve, c'est d'avoir carrément une Wilson Bayardo. Je suis grand fan de cette machine à corder et peut-être un jour je l'aurai, pourquoi pas. 3,5 par ici. Et là, on se lance dans les montants, dans les travers, pardon. Donc, je commence toujours par la deuxième. Alors, petite astuce, si jamais vous êtes débutant, essayez d'éviter les cordages noirs. Essayez de les éviter parce qu'on peut se planter facilement. C'est pas tout à fait facile de les voir, de les repérer. Donc, si vous avez la possibilité de, ou si vous mettez, essayez d'éviter ces cordages. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais il s'agit d'une taille de manche numéro 4, mais quelque chose d'intéressant pour ce modèle, puisque Head sur ce modèle-là, ils ont une manche plutôt plate et pas ronde, comme on peut les avoir sur les Wilson par exemple. Donc c'est plutôt plat et cette taille de manche 4, en fait, pour moi, elle fait une taille de manche numéro 3. Mais bon, peut-être que pour certains, ça serait toujours trop. Et puisque pas grande partie de vous joue, je m'imagine, avec manche numéro 2 ou manche numéro 3. Et là, je peux vous donner un petit conseil. À chaque fois quand vous achetez une raquette, si vous jouez avec une taille de manche 3, si vous voulez acheter une raquette, prenez, je vais me mettre sur 19 kg, il ne faut pas que j'oublie. Pensez à prendre une taille de manche en dessous. Si vous jouez avec 3, essayez de prendre une taille de manche numéro 2. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais il y a quelque chose qui ne vous va pas avec un manche numéro 3, ça va être pratiquement impossible de revenir d'un manche 3 en manche 2. Tandis que si je prends en manche 2, pour arriver à la dimension d'une manche 3, je peux tout simplement faire un changement de grip avec un grip plus épais, si vous voulez. Et là, je vais arriver à avoir une taille de manche supérieure. Donc, je vous disais que c'est un plan de cordage assez épais, en 18-20, qui n'est pas trop copain avec les lifts, mais finalement, sachez que c'est pas le cordage qui fait, c'est vous qui faites le lift. Le cordage, oui, il peut aider, mais ça n'empêche à rien de mettre des lifts avec un plan de cordage de 18-20. C'est juste question de préférence. Ce qui est plus évident, et vraiment évident sur ces plans de cordage de 18-20, c'est qu'on gagne tout de suite en contrôle et ça se sent tout de suite. Plus je corde cette raquette, plus je réfléchis si je vais les mettre en vente ou pas. Elles sont belles. J'ai envie de les acheter rien que pour les mettre sur un mur et les avoir là exposés, modèle de collection, puisque finalement c'est du Andy Murray. Et je pense que vous avez déjà deviné que je suis fan un peu de tout ce qui est vintage. Et je vais profiter dans
dans quelques minutes de vous montrer quelque chose qui, même moi, je l'ai pas su malgré le fait que je suis un petit passionné de tout ce qui est histoire des raquettes, des joueurs. Vous avez vu dans la vidéo précédente avec l'importance du petit côté sur une raquette que je vous ai présenté. Une raquette en bois, l'Adidas Illy Nastase, et une petite histoire assez amusante par rapport à une certaine façon de corder à l'époque, qui l'a aidé à remporter un titre au tournoi d'Aix-en-Provence en 1977, le 2 octobre 1977, contre Guillermo Vilas, qui à cause de la technique, la méthode de cordage utilisée par Illy Nastase, il a pété un câble et il a quitté le match après 2-7 sur un match en 5-7. Donc j'aime bien le vintage, et là, comme je vous ai promis, je vais vous montrer vite fait quelque chose. Il faut juste que je cherche, parce que chez moi, c'était pas prévu, mais c'est devenu carrément un atelier du cordage. Alors, voilà les deux raquettes, les Dunlop Graphite Injection, et c'est les Dunlop John McEnroe et Steffi Graf, dont une, elle a été cordée. J'ai mis dessous du Technifibre Synthetica, donc un boyau synthétique, juste pour les avoir et pour les garder. Quelque part, je vais les exposer. J'adore ces raquettes et je n'ai pas su ce que c'était. Je l'ai appris après. Très belle raquette aussi. Allez, nous on continue avec les nôtres. Hop, je pense que ces raquettes, je vais vraiment réfléchir si elles vont arriver sur le bon coin ou je ne sais pas, sur les sites Facebook des clubs qui sont ici aux alentours. Ou sinon peut-être que le propriétaire qui est un copain à moi, il va aller voir et il va réfléchir et il va me dire « Ah non, mais écoute, là je ne les vends plus ». Ça serait vraiment bien. Mais apparemment, lui, il veut se mettre au padel. Un sport que moi, je vais pas dire que je déteste, mais il me plaît pas du tout. Moi personnellement, vu à quel point j'aime le tennis, je pourrais pas faire la transition vers le padel. Je me vois pas du tout. J'avoue que j'ai pas essayé non plus, mais s'il faut que je fasse quelque chose en complément qui est en rapport avec les sports de raquette, pour moi c'est plutôt du badminton, qui est un sport énorme et malheureusement un sport qui est drôlement sous-estimé. Il est tout simplement magnifique ce sport, extrêmement cardio. Extrêmement cardio, et il faut il faut des très très bons réflexes si vous voulez, il faut des jambes, il faut une condition physique énorme pour pouvoir faire face sur un terrain de badminton, surtout en simple. Encore en double ça va, tu peux souffler un tout petit peu, mais en simple ça tue. Donc moi personnellement je vais partir plutôt sur du badminton que sur du paddle. Je sais que c'est la folie maintenant avec ce paddle, parce que voilà, je sais pas, mais vous devrez savoir qu'on bénéficie, les clubs bénéficient pas mal des subventions, et donc si on peut le faire en ayant des aides, ben oui, là je comprends bien que l'investissement il va vers le paddle et il privilégie pas d'autres sports. En complément, je pense que j'y serai très bien, je me vois très bien en été
le matin dans la fraîcheur, au bord d'un lac ou carrément sur une plage en faisant du beach tennis. Alors ça oui. Le beach tennis, oui. Mais le paddle, moi, ça ne me parle pas du tout. Allez, on a bientôt fini. Je vais essayer de faire un peu plus vite aujourd'hui. Et je me prends à chaque fois un peu de retard parce que c'est pas facile de vous raconter des histoires liées au tennis ou d'autres et rester concentré aussi sur ce que je fais. Heureusement que j'ai pu me créer quelques automatismes et pour vous, si vous êtes débutant dans les cordages, je vous donne une petite astuce qui pourront vous aider dans la situation où vous trompez et reconnaître tout de suite l'erreur que vous avez fait. Par exemple, si cette corde qui vient de cette direction, selon le départ, elle va sortir ici toujours au-dessus, elle va rentrer en dessous. D'accord? Et pour le côté opposé, je dois arriver bien sûr à l'opposé. Si jamais vous vous retrouvez avec cette corde de retour qui, au lieu d'être ici, comme dans mon cas, en dessous, si vous arrivez avec cette corde qui va venir pareil en dessous, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et ça, c'est le premier détail. Et le deuxième détail, c'est que si jamais on se plante, si jamais on se trompe, eh bien, cette corde que je suis en train de mettre là, elle va tout simplement se balader. Tandis que là, je sens très bien une certaine restriction. D'accord? Donc, si jamais je me plante, cette corde, elle va se balader comme ça, comme s'il n'y a rien qui la tient. Donc, ça, c'est signe que vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous avez sûrement fait, peu importe l'endroit, mais vous avez sûrement fait 2 fois dessous ou dessus. Et là, on peut reconnaître tout de suite et remédier et recorriger l'erreur. Allez, bientôt à la fin. Hop. Toi, tu rentres ici. Je me rappelle la première fois quand j'ai commencé à accorder. Justement, j'ai commencé à accorder avec un cordage noir. Et ça m'a pris 1h30 pour corder une raquette. En plus que le propriétaire, il était juste à côté de moi et bon, il savait que je suis au début. Il n'avait pas trop de prétentions, mais pour moi, c'était important de ne pas faire des erreurs. Et encore, je me rappelle qu'il m'a dit non, mais tu as mis 1h30. Ok, tu as mis 1h30, mais tu as mis 1h30 du moment que tu n'as pas arrêté de m'expliquer ce que tu fais et pourquoi tu fais. Si vous voulez savoir combien de temps on met en général pour corder une raquette, selon le niveau, entre 15 et 25 minutes. Moi, je mets entre environ 20 minutes, 20 à 25 minutes. Mais je pense que la réponse correcte par rapport à combien de temps on met pour corder une raquette, c'est tout simplement autant qu'il faut. On prend le temps qu'il faut pour être sûr qu'on fait quelque chose de propre et de correct que de dire « Ah oui, j'ai cordé une raquette en 15 minutes et j'ai fait du n'importe quoi au fait. » C'est plutôt important pour moi au moins de faire quelque chose de bien plutôt que d'être rapide. Surtout que je ne suis pas avant-cordeur de tournoi. Je fais ça pendant mon temps libre et je préfère prendre un peu mon temps. Allez, il nous reste exactement 3 cordes. Yep, viens-toi là. Hop.
Hop. Elle va me sortir là, elle. À l'opposé de la précédente, comme je vous ai bien précisé. Ce qui peut vous arriver aussi, c'est qu'à un moment donné, la corde, elle va se taper contre un de ces poteaux. C'est pas grave, ça arrive à pour toutes les machines. C'est juste qu'il faut, avant de commencer à tirer, il faut vérifier de quel côté du paume, si vous allez sortir la corde, de quel côté de ce poteau, l'angle il est moins important, donc l'appui de corde est moins forte. Tu veux pas rentrer toi? Il est où lui? Je pense que je vais avoir besoin d'un peu d'aide ici. Hop. Voilà mon petit. Sauf que toi, tu dois venir ici. Je te remercie. Alors, comme je ne vais pas avoir assez de cordes, je vais tirer celle-ci. Encore une fois, remarquez qu'à chaque fois, je replace la corde droite tout de suite pour être sûr que je n'aurai pas des ajustements à faire à la fin et ensuite je ne vais pas avoir des pertes de tension sur un cordage qui est fraîchement posé. Ça c'est quelque chose d'important pour moi. Hop, une et la dernière qui va sortir ici. Je vais essayer de faire sorte à ce qu'elle sorte au-dessus. Alors, pour qu'elle sorte au-dessus, voilà, merci. Je me fais un peu la place. Voilà, soup. Et on a fini notre petite raquette. Et là, 19 plus 4, ça fait 23. Et là, je fais mon nœud à l'endroit précisé sur la raquette, marqué sur la raquette plutôt. Donc ici, là, la corde, elle est un peu trop longue. Je vais couper un tout petit peu. Et je vais faire avec ça. Il est où lui? Ah, une. Et puis l'autre dans la boucle, dans la petite boucle. Et entre les deux. Nœud parnell, comme d'habitude. Ok. Coupe vite fait. On écrase le petit bout contre le cadre pour que ça nous évite des blessures. Et ensuite, je passe au dernier. Là, vous voyez qu'il y a un petit, je ne sais pas si ça se voit ici, mais il y a un écart de quelques bons millimètres entre la pince et le jonc. Allez hop. Boucle toute petite, mais je laisse assez d'ouverture pour que je puisse passer ma corde. Hop. Et Evrika. Allez, on a fini. Et ça a été la première raquette vintage pour aujourd'hui. Et espérons qu'elles trouveront un propriétaire qui pourrait être fier de ces raquettes et s'amuser bien avec. Ça, c'est la raquette. Le cordage, il est terminé. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et bon match.